Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à Didier, Valérie et Nicolas de nous avoir permis de présenter aujourd'hui ce projet qu'on développe donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un projet qu'on a nommé KitCap car il a l'ambition de développer un kit, de créer un kit qui permettrait aux écoles, aux établissements et aux collectivités de développer les compétences à réduire les inégalités de santé et à améliorer l'équité en santé. Donc je suis effectivement Cécile Chausignan, je suis chargée de projet au CRES et je coordonne la mise en place de ce dispositif projet avec ma collègue Stéphanie Marché qui est chargée d'ingénierie documentaire. Donc je vais vous dire quelques mots du contexte. En effet, notre projet s'inscrit en fait dans le début de la deuxième année de sa mise en œuvre. Et ma présentation va donc se concentrer sur les conditions de développement des partenariats, de mobilisation des acteurs et de création des premiers outils que l'on propose en milieu scolaire. Donc le CRES est un centre de ressources généralistes en santé publique, en promotion de la santé, en éducation pour la santé. On est inscrit dans un réseau, et ça c'est important pour nous, dans un réseau qui se décline localement avec des CODES dans chaque département et aussi au niveau national avec bien sûr la FNES qui est notre échelon national. On est partenaire de la chaire UNESCO depuis 2019 et c'est à l'occasion d'une mission de courtage de connaissances qui nous a été confiée par l'Agence régionale de santé que nous avons sollicité la chaire et son expertise scientifique pour leur demander de réaliser une revue de la littérature portant sur la contribution des écoles et des établissements scolaires dans la réduction des inégalités de santé. Donc, que dit cette revue? Elle conforte ce que l'on sait déjà sur la santé et l'éducation, à savoir que l'éducation, c'est un fort prédicteur des inégalités de santé, puisque l'état de santé à l'âge adulte, il est fortement corrélé au niveau d'éducation des personnes. On sait aussi que l'action sur les déterminants sociaux de la santé a une influence positive sur la santé des personnes. Et enfin, de même que les inégalités de santé se développent tôt et continuent à se développer tout au long de la vie, les comportements défavorables qui peuvent être adoptés pendant l'enfance et l'adolescence se poursuivent aussi à l'âge adulte, entraînant un cumul des vulnérabilités par rapport à la santé. Donc, la question de cette revue était, en fait, quelles sont les pratiques concrètes éducatives qui peuvent favoriser l'équité en santé des élèves? Comment les écoles peuvent construire ces pratiques, contribuer à mettre en place ces pratiques et surtout sous quelles conditions? Alors, c'est vrai que les pratiques éducatives, elles peuvent avoir un impact positif, bien sûr, sur les inégalités de santé, mais pas seules. Ce qui est primordial, c'est que la qualité de l'éducation, bien sûr, est importante, mais en fait, elle doit s'accompagner, on l'a dit effectivement ce matin, de politiques et de pratiques qui sont à la fois équitables et inclusives, du développement du pouvoir d'agir des différentes parties prenantes et du renforcement du lien entre l'école, la famille et la communauté locale. Alors, compte tenu de ces éléments, nous avons souhaité développer notre projet autour de 2 objectifs. Le premier, c'était de valoriser, de mutualiser et d'enrichir les pratiques, éducatives et pédagogiques, les pratiques de classe. Et le deuxième objectif, c'est de créer un environnement favorable en mettant en cohérence les politiques locales dans l'école et hors l'école. Notre projet s'inscrit naturellement du coup dans une action sur l'écosystème de vie des élèves. Et ici, je parle des élèves de 4 écoles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 maternelles et 2 élémentaires qui sont situées dans des villes de tailles différentes et dans des milieux ruraux et urbains différents et qui ont accepté de s'engager dans le projet dès la rentrée de septembre 2023. Agir avec ces 2 objectifs, donc dans l'école et hors l'école, ça nous permet de cibler la majorité des déterminants qui conditionnent la santé des enfants et des adolescents. Mais vous avez compris qu'ici, notre projet
démarre sur les enfants, donc les écoles primaires. Nous allons donc nous centrer sur le développement des compétences personnelles, sociales et civiques, en se centrant sur les aptitudes. Accroître les connaissances de son corps, de sa santé, de ses comportements et de leurs effets, en se centrant sur les connaissances. Et acquérir les moyens d'un regard critique sur son environnement, en se centrant sur les capacités des élèves. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Le choix stratégique que nous avons réalisé est de proposer aux maîtres et aux maîtresses d'ajouter des compétences en santé dans les apprentissages et les outils qu'ils utilisent au quotidien dans la classe. En maternelle, par exemple, l'idée était de venir proposer de renforcer les apprentissages premiers sur la question qui préoccupe les enseignants par rapport aux déterminants de santé de leurs élèves, la question du sommeil, la question de l'hygiène, l'alimentation, les émotions. En élémentaire, on se concentre plutôt sur les compétences langagières et sur les apprentissages fondamentaux. Et on a introduit dans les outils de classe et les pratiques de classe des thèmes qui sont centrés, là encore, sur les déterminants qui ont été repérés par les maîtres et les maîtresses. L'estime de soi, l'esprit critique, la diversité, les écrans, les réseaux sociaux, l'alimentation, l'activité physique. Alors c'est vrai que notre projet est ambitieux parce qu'il mobilise un grand nombre de professionnels qui sont issus de champs différents, d'institutions et de métiers différents. On en est encore au début de la mobilisation des différents acteurs et c'est vrai qu'on s'est centré dans la classe pour ensuite, de façon un peu concentrique, développer les différents cercles de professionnels qui sont autour de la classe dans l'école et hors l'école. Mais quand même, ce qu'il faut noter, c'est que dès la présentation du projet, nous avons eu une validation quasiment immédiate, en tout cas un grand intérêt des élus municipaux que nous avons contactés, et puis bien sûr des 2 rectorats qui sont dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, l'avantage pour la mobilisation des différents acteurs, c'est qu'il existe déjà des liens, évidemment, bien sûr, entre les différents professionnels qui sont dans l'école et qui pourront être renforcés, et c'est un peu notre objectif de travail, par un projet d'établissement qui soit structuré sur un parcours de santé des élèves, et c'est pour ça que notre premier objectif, c'est de venir valoriser toutes les activités riches qui sont déjà au sein des écoles et au sein des classes. Et puis une stratégie qui s'inscrit dans celle de l'école promotrice de santé. On a noté également dans notre contexte que certains dispositifs sont facilitants pour mobiliser les acteurs. C'est le cas des dispositifs Cité éducative, REP+, évidemment, et puis la présence des CODES dans les départements qui connaissent déjà les écoles, qui connaissent déjà les maîtres et les maîtresses et les directeurs et les directrices d'établissement. Donc on va développer, vous l'avez compris, la collaboration au fil des mois à venir avec, par exemple, la bibliothèque du village, par exemple, le centre social du quartier qui accueille déjà les familles et les enfants, les infirmières et les médecins scolaires, dont on sait qu'ils ont parfois peu de temps à consacrer malheureusement aux élèves, mais qui sont en tout cas très motivés pour partager ce projet avec nous. Bon, toutefois, l'intersectorialité ne peut pas reposer que sur des liens naturels, et c'est notre point de vigilance aussi dans le cadre du projet tout au long de ces mois et de ces années, que de garantir des dispositifs qui permettront justement de maintenir les liens entre les acteurs et de faire sens sur un niveau qui permette à chacun de dépasser sa simple action. Alors la participation des élèves, vous l'avez compris, elle est engagée de fait, puisque les activités de classe leur sont destinées et sont intégrées aux apprentissages. Mais en plus de venir enrichir les outils et les pratiques des maîtres et des maîtresses, il y a des outils pédagogiques qui sont apportés par les CODES, par le réseau de l'éducation pour la santé,
par exemple sur des temps de remobilisation des apprentissages. Et donc c'est un travail qui a été fait dès, avant, le début de l'année, que de séquencer, sur les périodes, de l'année, quels outils vont être utilisés et quels outils pédagogiques ou quelles interventions peuvent venir en complément. Le périscolaire aussi va être, bien sûr associé. Il pourra renforcer aussi ces activités qui sont, elles, plus centrées, sur l'éducation, populaire avec des outils, développant, voilà, les compétences en santé autour de la coopération et du lien social. Toujours en cohérence, bien sûr, avec le parcours des élèves et le projet de l'établissement, parce que vous avez compris que notre objectif, c'est vraiment d'inscrire une politique d'établissement qui prenne en compte tous les acteurs qui sont dans l'école. C'est aussi, grâce à ce choix d'accompagnement des pratiques professionnelles déjà à l'œuvre, qu'on a pu faciliter la participation et la mobilisation des acteurs. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé avec un programme, comme il en existe déjà et qui sont, de grande qualité, mais qui viennent ajouter au temps scolaire. Ce qu'on a proposé aux maîtres et aux maîtresses, c'est vraiment, d'intégrer dans leur pratique quotidienne et dans leurs apprentissages quotidiens des compétences en santé. Et puis un enjeu fort pour nous aussi, mais qui est partagé, avec l'école, c'est de permettre, et d'organiser la participation des familles. Et pour cela, c'est vrai qu'on peut compter, bien entendu sur les instituteurs, institutrices, directeurs et directrices. Donc vous l'avez compris, on est au début de cette année. Ce qui a déjà été fait, eh bien, c'est de recueillir et de mettre à disposition les données scientifiques, de présenter et de valider ce projet auprès des institutions partenaires parce qu'évidemment, ça a été la première étape indispensable, avant le contact, des écoles. On travaille depuis début 2023 avec les écoles. Ça prend du temps, hein, bien sûr, pour être mis en place et on travaille avec eux sur, eh bien, justement l'intégration des outils pédagogiques. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'outils, mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas très concret. Ce qu'on propose, ce que nous, proposons grâce à la chaire, UNESCO, c'est, de créer des Naramus. Donc ce sont des outils de développement des compétences langagières qui vont accompagner les albums jeunesse qui ont été choisis par les, enseignants, en lien avec les thématiques de santé qu'ils souhaitent travailler avec leurs élèves. Ces outils vont donc être testés une première année. C'est un prototype qu'on a réalisé et puis, réadapté avec les recommandations des enseignants et c'est là qu'on fait intervenir, la participation des maîtres et des maîtresses à la construction des outils qui leur sont, destinés. Les mois et les années à venir permettront de stabiliser et de valider, ces outils de classe, de façon à ce qu'ils soient satisfaisants, qu'ils répondent aux problématiques de santé des élèves et que l'évaluation, permettra de mesurer les effets sur les apprentissages. Nous développerons évidemment le lien avec les parents et donc dans la planification que j'évoquais tout à l'heure, des cafés des parents, des ateliers au centre social, des participations à des événements divers, nous permettront d'aborder les différentes thématiques de santé, que les parents peuvent avoir envie aussi d'aborder en lien avec l'école et les apprentissages. Et puis les autres acteurs, bien sûr, qui sont présents dans l'écosystème des enfants et qui seront mobilisés au fil des mois, médecins de famille, associations de quartier, centres sociaux. Alors pour conclure, je voudrais, mentionner quelques freins qui sont relativement communs au projet de promotion de la santé. Je pense que je ne dévoilerai pas de nouveautés, mais les différents temps ne concordent pas toujours. Le temps de l'action n'est pas le temps de la décision. Le temps de l'institution n'est pas forcément le temps du professionnel, ni le temps scolaire. Il faut composer avec, ces temps-là et il faut accepter, parfois de prendre un peu plus de temps, non pas d'en perdre, mais d'en prendre un peu pour, ensuite, eh bien développer les partenariats de façon, plus efficace et plus cohérente. Les moyens humains et les ressources allouées au projet restent bien souvent constants et l'intersectorialité est évidemment un défi, mais qui s'avère une très grande richesse, finalement, lorsqu'elle est accompagnée, comme c'est le cas dans notre projet et je voudrais le saluer,
d'un engagement de la part des professionnels de l'éducation. Un contexte très favorable qui nous a permis de bénéficier de partenariats préexistants, d'une assise scientifique apportée par la chaire, en même temps que sa notoriété, et du soutien bien sûr de plusieurs institutions qui ont accepté dans le même temps de s'engager conjointement. En perspective, eh bien, la valorisation de l'engagement des écoles à travers le label EduSanté, un déploiement peut-être dans les collèges et dans les lycées parce qu'on a démarré avec les écoles, mais la revue de données concerne également les collèges et les lycées. Et puis l'alimentation des données scientifiques et des pratiques professionnelles. Et si c'était à refaire, eh bien, on recommencerait tout de suite, mais peut-être que déjà on va aller au bout des 4 années. Bon, vous connaissez, tous cette phrase, mais en fait, elle nous a paru tellement adaptée à notre projet. Voilà, vous savez que si on veut aller vite, on va seul et puis si on veut aller loin, on va ensemble. Je vous remercie pour votre attention.